Je suis ce qu'on peut considérer un amateur de manga d'horreur. Pas un connaisseur, hein. Un amateur. Et sachez-le, le manga d'horreur, c'est très affilié à la cible éditoriale shoujo. Ouais, la plupart des magazines de manga d'horreur, c'est des magazines shoujo. Et encore à ce jour, eh ben, ils continuent de paraître dans ces magazines-là. Quand je vous dis que je suis un amateur, ce n'est pas un mensonge. Je connais 3 grands noms dont j'ai lu la plupart des travaux, et le reste, c'est quelques lectures par-ci par-là. La plupart étaient ou médiocres, ou pas très intéressantes. Donc je suis resté sur les 3 mêmes noms, que vous connaissez sans doute, Junji Ito, Kazuo Umezu et Hideshi Ino. Hideshi Ino, c'est le moins connu des 3, et pourtant c'est un cas d'or, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il mélange un style très cartoonesque à un genre très dérangeant, et ça fait une excellente critique sociale en général via ses mangas. C'est vraiment un thème qu'il emploie beaucoup, c'est quelque chose qu'il adore. C'est vraiment du très très bon, l'idée ce qu'il fait. En soi, la critique sociale, c'est ce que Kazuo Umezu faisait aussi, il y en a d'ailleurs chez Junji Ito aussi, moins par rapport aux 2 autres, moins flagrant, mais il y en a. Et si je vous parle de ça, c'est pour une transition toute faite. Enfin, une transition à base de questions. Pensez-vous que pour être une bonne œuvre d'horreur, une œuvre d'horreur se doit d'être une critique du monde et une critique de la société? Là, je vais vous parler de cinéma, et vu le manga dont on va parler aujourd'hui, ça tombe à pic. On aurait tendance à se dire aujourd'hui que oui, pour faire un bon film d'horreur, il faut faire une bonne critique sociale. C'est de ça qu'est né le genre qu'on appelle aujourd'hui l'elevated horror. Si vous voulez des exemples tout bêtes, les films de Jordan Peele, Midsommar, Hérédité, Lighthouse, il y a eu Goat qui est sorti récemment, qu'en parle aussi. La liste, elle est très longue, mais vous avez un peu saisi l'idée. Penser que ce sont les seules œuvres d'horreur à faire de la critique sociale, par contre, c'est une erreur. Le slasher, c'était déjà une forme de critique sociale, par exemple. Pas de la même manière, mais c'en était une. Ça date pas d'hier. Ça va peut-être sonner un petit peu élitiste, mais à mes yeux, pour faire vraiment une bonne œuvre d'horreur, oui, c'est mieux de faire une bonne critique sociale aussi. La raison, elle est simple, c'est que pour que l'horreur soit convaincante, il faut qu'on s'y reconnaisse. Il faut qu'on ressente cette horreur comme réelle, comme tangible. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est de faire comprendre qu'elle se situe dans notre propre monde. C'est ça qui est flippant. Peur de désastres naturels, peur du nucléaire, peur des autres même. En bref, l'horreur, c'est un petit peu cette voix paranoïaque dans votre tête qui vous dit en pleine nuit que le mec que vous croisez dans la rue, il va venir vous planter. Toute cette mise en contexte vous amène vers un manga très particulier. The Summer, Hikaru Died. Et c'est le moment de faire un synopsis. Vous suivez Hikaru et Yoshiki, 2 amis d'enfance, sauf que Yoshiki se rend compte de quelque chose. Depuis qu'Hikaru est revenu après avoir disparu, il est quand même vachement différent. C'est peut-être même plus vraiment un humain en fait. Pour l'instant, on est sur un manga relativement court, 7 tomes à peine, 600 francs. Et pourtant, déjà une adaptation animée, de ce que j'ai pu voir, une très bonne adaptation animée. Maintenant, il faut qu'on se pose une question. Est-ce que The Summer Hikaru Died est un bon manga d'horreur? Oui. Question suivante. Pourquoi c'est un bon manga d'horreur? Et ça, c'est une très bonne question. Un peu plus tôt, je vous parlais de critique sociale. The Summer Hikaru Died va parler d'une forme d'angoisse très particulière, dans un cadre qui l'est tout autant. On est dans une petite campagne japonaise qui est quand même un pays plutôt conservateur, et la campagne c'est quand même aussi assez conservateur, et on va réaliser un truc très vite. Yoshiki est homosexuel. C'est tout bête mais c'est très simple. Une très grande partie de l'intrigue fonctionne vis-à-vis de ce double sens. Les gens ne doivent pas trouver leur secret, les gens ne doivent pas savoir. Mais c'est quoi qu'ils doivent pas savoir au final? Le fait que Hikaru n'est plus humain, ou le fait que Yoshiki aime Hikaru, et pas comme on aime un pote? Le fait que c'est plus que de l'amitié. Mais vous voyez, se contenter de ça seulement pour dire que The Summer Hikaru Died est un bon manga, c'est mignon, mais c'est loin d'être suffisant. Le fond est très bien géré, mais on va pas forcément se concentrer sur ça, en particulier sur cette vidéo. Parce que vous le savez très bien, ce qui est important souvent avec l'horreur, plus que le fond, c'est la forme. Et c'est plutôt logique, hein. Si les monstres et la mise en scène ne font pas peur, si l'atmosphère n'est pas lourde ni angoissante, si on ne ressent pas de malaise constant et si on n'est pas choqué en tournant une page, autant le dire, vous avez peut-être un bon manga entre les mains, mais pas un bon manga d'horreur. Ce qui est bien, c'est que l'horreur, c'est quelque chose quand même assez multiple et qui laisse pas mal de possibilités. Vous pouvez faire comme Junji Ito et vraiment tout basé sur un changement de page qui choque et un nombre de détails affolants qui vont rendre le tout super oppressant. Ou, à contrario, vous faites comme Hideshi Ino que j'ai cité un petit peu plus tôt, qui est très dans un truc cartoonesque et grotesque, mais le propos est tellement glauque et balancé de manière tellement crue qu'avec la forme d'un dessin presque enfantin comme ça, c'est oppressant. Ou alors, vous faites comme The Summer Hikaru Died, et vous basez absolument l'entièreté du récit et de la forme sur un truc très simple. Le malaise constant. Yoshiki, c'est déjà un mec qui est timoré, qui est facilement gêné, angoissé et discret. Mais c'est aussi un mec qui est assez vite mal à l'aise quand une situation se complique. Déjà, ça se transmet au lecteur, mais surtout. Plus tôt, je vous parlais de cinéma, et comme d'habitude avec mes vidéos, vous en doutez, j'ai pas mentionné ça pour rien. J'ai pas peur de le dire, la mangaka, elle a tout compris. Je pense le dire sans grandes inquiétudes, mais l'autrice de The Summer Hikaru Died, c'est quelqu'un qui est
sacrément fan du cinéma d'horreur. Non, en fait, je rigole, hein, je sais que c'est une fan d'horreur, parce qu'il y a une interview d'elle où elle explique que ses références et ses inspirations pour The Summer Hikaru Died, c'est Ichi Sawamura et Fuyumi Ono. Bon, ok, c'est des auteurs, mais surtout, elle cite Tim Burton et Guillermo del Toro, qui sont... Parce que j'ai vraiment besoin de vous les présenter. Bref, c'est deux réalisateurs super connus et qui sont très bons pour les films glauques, un peu horreur et en même temps, pas, je veux dire family friendly, mais qui ont un propos un petit peu différent de l'horreur habituelle. Bref, c'est des mecs, ils savent ce qu'ils font. Et vraiment, ces deux inspirations-là en particulier, quand vous lisez le manga, ça fait tellement sens, tant dans l'écriture des personnages que sur un truc encore plus simple. La forme. Si vous lisez le manga et que vous connaissez ou appréciez un petit peu le cinéma, il y a un truc qui devrait très vite vous sauter aux yeux. La composition des scènes, la disposition des plans, la manière dont le tout se déroule. Là, ça vous a peut-être pas encore spécialement sauté aux yeux, donc je vais vous expliquer un petit peu plus. Je pense que vous vous en doutez tous, les codes et les règles pour faire du cinéma et du manga, c'est pas les mêmes du tout. Ils sont très différents. Ça fait que quand vous faites un manga, vous aurez très rarement des plans, des dispositions qui sont celles du cinéma. Je vais aller un peu plus simplement, mais vous avez les personnages quasiment toujours coupés, c'est un peu plus statique, c'est presque toujours vu de face, les dialogues se font en champ contre champ, tout le temps. Et c'est normal, parce que ce qui va faire l'essentiel dans un manga, plus que ça, c'est la composition, la position des personnages en eux-mêmes, le dessin et le découpage. Évidemment, l'agencement, le décor, l'ancrage, tout ça, ça a une importance énorme. Et évidemment, c'est une importance qui est liée à la bande dessinée. Pas au cinéma. Vraiment, si je vous montre des panels, bah, peu importe le manga, c'est logique, c'est des codes de bande dessinée. On ferait jamais un film avec ce genre de cadre. Ça serait un zéro pointé, parce que bah, c'est pas ce qu'on attend d'un film. Mais la question, c'est en quoi The Summer Hikaru Died s'est démarqué vis-à-vis de ça. Au cinéma, il y a une règle assez simple, c'est que la caméra est un personnage. C'est un personnage qui est invisible des autres, c'est un personnage dont les autres personnages n'ont pas conscience, mais c'est un personnage. Et on peut jouer avec. C'est ça d'ailleurs le concept même de found footage. Ça, vous pouvez faire des plans qui sous-entendent qu'on est en train de regarder les personnages. C'est nous la menace en fait. Et c'est là où l'autrice elle a été assez intelligente. Si avec le cinéma on peut donner l'impression qu'on est dans une scène, qu'on participe, voire qu'on est le danger et la menace qui plane sur les personnages, qu'est-ce qui nous empêche de le faire dans un manga d'horreur? Et c'est ça le truc que l'autrice elle a compris. Sauf que l'idée même de le faire, quand vous suivez une histoire de deux personnages qui doivent garder un lourd secret, ça fait un truc très particulier qui est très fort. Ça vous met dans la confidence. Vous êtes au courant vous aussi. Ça implique quelque chose de terrible, c'est que vous êtes vous-même impliqué, vous les épiez depuis le début. Et donc maintenant vous êtes vous aussi les gardiens de ce secret. Et ça dans un récit, c'est potentiellement un des meilleurs moyens de vous foutre la pression, d'imposer votre présence au sein de ce dernier. Ce que The Summer Hikaru Died fait, c'est pas seulement mettre un malaise constant, c'est vous faire ressentir que vous ne devriez pas être là. Que comme les personnages, vous en savez trop, et que ça, c'est un gros problème. Et ce point-là, vis-à-vis du cinéma, je l'invente pas du tout, parce que dans l'anime, ils ont littéralement utilisé cette manière de faire les choses. Momo rappelle qu'il va faire du bien à tout le monde. Dans l'épisode 2, il y a un moment où vous prenez la vision de la caméra du magasin. Vous épiez les personnages, vous apprenez leurs secrets, alors que vous devriez ne rien savoir de tout ça. La force de l'horreur dans ce manga, c'est pas tant la présence du monstre, le fait qu'il existe, à quoi il ressemble, ou la menace qu'il incarne. J'adore son design, hein, il est exceptionnel, mais c'est pas ça qui vous fait peur. Ce qui vous fait peur et ce qui vous fout la pression, c'est le malaise constant en fait. C'est le malaise constant et surtout l'intelligence de ne jamais trop en montrer. Vous imaginez le pire. Ça aussi c'est un point de cinéma, hein. C'était le délire de Alien. Dans le premier Alien, l'Alien vous le voyez pas tant que ça. Une patte, un bout de queue, mais pas plus. En réalité c'est bien plus flippant parce que ça force les gens à imaginer. Et on a tendance à imaginer le pire. En parlant de ça, l'autre point où la mangaka elle a été très forte et intelligente, c'est qu'une des principales inspirations pour le cadre du manga, c'est le vieux village de sa grand-mère. Donc déjà, vous avez toutes les vieilles traditions, toutes les vieilles superstitions rurales, mais plus encore. Vous avez une sensation d'enfermement. C'est des lycéens. Ils sont condamnés à être en vélo, donc ils peuvent pas fuir. Ils sont enfermés entre quelques montagnes, dans un vieux village paumé. Et ils sont en train de se poser une question, est-ce que les adultes sont pas tous leurs ennemis? L'horreur de ce manga, elle est très différente de celle qu'un Ito ou un Umezu propose. Pas de scène dantesque et grandiloquente, ou en tout cas bien moins. En revanche, une angoisse constante que les personnages finissent par vous transmettre. C'est un quasi huis clos, et le gros souci de ce huis clos, c'est que maintenant, vous êtes au courant du secret, donc vous êtes en danger, vous aussi. Et cette disposition simple, due au cadre et due au fait que, vous pouvez pas du tout fuir s'il y a un problème, c'est très fort, parce que même un simple kanji flottant ou des bruits sans rien voir, ça peut être flippant. Parce que vous réalisez que n'importe qui peut clamser à cause de ça. Et ce, sans même que vous voyiez directement le monstre. Et si vous posez la question, là, toute l'analyse et ce que je raconte, je le sors pas de mon chapeau, hein. Je suis pas magicien. Une partie de la vidéo, c'est certes mon analyse,
beaucoup celle sur les plans de cinéma et tout, mais l'aspect horreur psychologique, le huis clos, la réalité flippante avec l'horreur, c'est ce que Moku Mokuren, l'autrice, disait elle-même lors d'une interview. Donc je l'invente pas, on le ressent très bien, et elle n'a fait que confirmer ses pensées et ses dires. Le lien de l'interview est dans la description, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Béléus, et je vous dis salut à tous.